Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café Presse Politique. Au programme ce soir, j'entends d'une drôle de façon, ça, je tiens à le dire aux techniciens, j'ai l'impression d'être... Il y a énormément d'écho. J'enlève le casque. Voilà, je fais un effet Larsen, tout ça c'est du direct. Je ferme le truc, voilà. Alors on est en direct. Au programme ce soir, donc je disais, la deuxième vague du Covid, l'hospitalisation du président Tebboune, le référendum du 1er novembre et l'initiative de Nida 22. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Wisha Berti, Docteur Sofiane Hamdous et Ihsan El-Qadi. Voilà, et avant de commencer... Qui t'a transmis la patate chaude. Qui Voilà. qui me transmet la patate chaude quand il en a envie et quand il veut participer lui-même au CPP. Avant de débuter l'émission, je rappelle que c'est le 27e CPP sans son présentateur attitré Khaled Drani qui passe ce soir sa 216e nuit en détention. Selon ses avocats, Khaled Drani reçoit dorénavant son courrier pour lui écrire et le soutenir. Voici son adresse. Donc, vous pouvez écrire en écrivant à Mohamed Khaled Drani, numéro d'écrou 22244, établissement pénitentiaire de Koléa, Wilaya de Tipaza. Vous avez toutes les informations en bas de l'écran, l'adresse et pour écrire à Khaled Drani. Donc, Qui sera parmi nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je l'espère et on l'espère tous, bien sûr. Pour débuter donc l'émission, on est face, on peut le dire, à une deuxième vague de contamination. Quelles peuvent être les conséquences? Et là, je m'adresse au docteur que vous êtes, Sofiane Hamdous. Oui, donc déjà, merci pour l'invitation. Hein. C'est toujours un plaisir de venir participer à votre émission. Donc, concernant la deuxième vague du Covid, si on peut appeler ça une deuxième vague, effectivement, ça a été assez surprenant parce qu'il faut le dire que pendant à peu près 2 mois, les choses se sont bien calmées. Hein. D'ailleurs, ça s'est tellement bien calmé qu'on a fermé plusieurs unités Covid ont été fermées au niveau de plusieurs structures, y compris moi où je travaille à Parnay, à Kouba et à d'autres hôpitaux. Et là, ça a commencé à partir de la semaine passée, début de semaine passée, assez brutalement. On a commencé à remarquer, d'ailleurs, entre collègues, on s'appelait pour se trouver déjà des places pour des amis, pour la famille, pour des gens qui nous interpellaient pour avoir des places au niveau des unités Covid. Et rapidement, on a vu que c'était saturé d'une façon assez rapide. Au bout de 2-3 jours, c'était saturé partout. D'ailleurs, le ministère a rapidement envoyé une note pour réouvrir le maximum d'unités, celles qui étaient fermées. Donc bon, elle a réagi quand même assez rapidement. Mais malgré ça, actuellement, on peut considérer que la situation est assez tendue parce que c'est complet partout, hein, que ce soit les services d'hospitalisation, que ce soit aussi les services de réanimation, donc l'e-Covid. Donc effectivement, je crois qu'on est en train de voir, en fait, on est à peu près sur le même schéma qu'on voit à l'étranger. Donc une réascension du Covid. Maintenant, la raison exacte, on ne peut pas le savoir, hein, parce qu'on peut considérer quand même, ça fait plusieurs mois que les mesures de protection, il y a eu un relâchement, que les gens ont repris leur vie, etc. Donc, est-ce que c'est en rapport avec le climat, avec le changement de saison? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, on va se retrouver à nouveau dans une situation difficile. Et surtout qu'il y aura un gros souci concernant les malades non Covid. L'activité a commencé à reprendre, on a commencé à re-hospitaliser les malades, à prendre en charge les malades d'autres pathologies, d'autres maladies. Le bloc, la chirurgie a repris.
Mais là, avec ces situations, ça risque à nouveau voilà, que ça s'arrête entièrement, toutes les autres activités. Ça se passe au détriment des autres. Bien sûr, mais D'accord. clairement. Mais alors, beaucoup de médecins de professeurs d'unité qui sont questionnés disent tous on est mieux préparé que lors de la première vague. C'est le cas? Alors, sur certains aspects, oui, on peut considérer effectivement que maintenant, il y a une forme d'habitude. Voilà, le personnel de santé gère mieux ça. C'était nouveau pour eux il y a quelques mois, mais là, effectivement, il y a quand même un peu plus d'expérience. En termes de matériel, justement, vu que j'appartiens aussi à un réseau de solidarité Covid avec d'autres collectifs, avec même des gens de la diaspora, donc on a participé beaucoup avec d'autres personnes voilà, qui ont amené du matériel, qui ont distribué des masques, des surblouses, des protections, etc., etc. Donc là, on a réactivé le réseau qui était un peu en stand-by. Donc on est en train de collecter à nouveau les besoins au niveau de toutes les structures. Pour l'instant, on a l'impression que question masque et matériel, on va dire, les protections et tout, ça va. C'est gérable pour l'instant, parce que ça vient juste de reprendre. Donc pour l'instant, il y a assez de stock. Mais il y a un gros souci pour ce qui concerne les malades lourds. Donc tout ce qui est masque Décathlon, hein, et aussi les CPAP. En fait, c'est 2 techniques qui permettent à une personne qui est en situation critique de pouvoir traverser ce moment difficile et recevoir de l'oxygène à très forte pression et donc de s'en sortir. Parce qu'on le sait maintenant, quand on intube une personne, ça signifie quand il est branché à un respirateur, ses chances de survie sont minimes, et surtout chez nous, pour plusieurs raisons. Donc l'idéal, c'est de maintenir la personne consciente et de lui insuffler une très forte concentration d'oxygène. Donc ça se fait grâce à ces masques Décathlon, qui a des gens qui fabriquent avec une imprimante 3D, ils fabriquent les valves, en fait, la pièce qui manque pour pouvoir faire le raccord. Et les CPAP, en fait, ça se vend, il y a plusieurs marques qui vendent ce matériel particulier. Donc voilà, d'ailleurs aujourd'hui, là où je vous parle, il y a une collègue à moi, une amie qui est avec nous dans le collectif, elle s'est déplacée pour acheter quelques CPAP. Malheureusement, ça reste assez cher, donc on a pu en acheter 3, on va essayer de les donner. Il y a Babelouette qui nous ont demandé en urgence, donc on va leur donner les CPAP. Donc c'est plutôt à ce niveau-là où il y a un manque. Il y a un manque pour les malades lourds. Ça risque d'être un peu problématique. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu... il y a eu d'ailleurs... pendant la dernière crise, pendant la dernière pandémie, il y a eu un grand achat de CPAP qui a été fait, qui a été médiatisé, mais on peut considérer que c'était un peu tardif. Je veux dire, c'est connu que ça marche, ça a été utilisé dès le début à l'étranger. Voilà, il y a eu une réponse tardive, et en plus, ce n'est pas l'État qui a acheté, ça a été des dons, ça a été des citoyens qui ont mis de l'argent pour pouvoir acheter ces CPAP. Voilà. On peut échapper à un reconfinement? C'est une question difficile maintenant. Bon, déjà, il y a plusieurs questions qu'il faudrait répondre avant de... Déjà, est-ce que le virus est le même? Parce qu'on a vu que le virus a muté, en fait, il y a eu des variants. On a vu clairement qu'il était moins virulent pendant une bonne période. Donc déjà, est-ce que c'est le même virus? Mais là, en termes de virulence? Mais avec le changement de temps, je crois qu'il est plus, il se propage plus facilement quand quand les températures sont plus basses. Oui, mais il faut voir, est-ce qu'il y a plus de décès, au fait? Ce qui est important. Ok, il y a plus de gens malades, peut-être des formes un peu plus sévères, mais est-ce qu'il y a plus de morts? Ça, c'est la première question, et on a du mal à répondre à ces chiffres. On le sait très bien que, voilà, on va dire chez nous, question chiffres, on a des doutes sur plusieurs paramètres, même sur les nombres de contaminés. C'est impossible à évaluer réellement combien de personnes contaminées. Donc, le paramètre le plus important, c'est combien de personnes qui sont en réanimation et combien il y a de morts. Et à partir de là, si on voit, c'est à ce moment-là qu'on pourra évaluer s'il faudrait reconfiner, en sachant que du point de vue économique, ça va être extrêmement difficile de à nouveau fermer les magasins, les commerces, ceux qui travaillent, voilà, ça risque de mettre vraiment à genoux l'économie du pays. Donc, je ne sais pas, c'est une situation assez difficile. Il faudrait prendre tout son temps pour retrouver la meilleure formule. Mais ce qui est sûr, c'est que... Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de se dire on continue l'activité malgré le virus, on sait qu'il va se propager, on sait qu'il y a des gens qui vont tomber malades, mais on ne peut pas arrêter, il faut continuer. Déjà, à la base, on ne sait pas combien de la population algérienne a été contaminée jusqu'à présent. On n'a pas dépisté, on n'a pas fait des sérologies massivement pour savoir, pour dire, voilà, il y a 30, 40, 20% de la population algérienne qui a déjà été contaminée. Ça, déjà aussi, c'est un souci. Savoir, comme ça, on peut se projeter et voir la cinétique de propagation. On pourra avoir une meilleure idée. Maintenant, oui, c'est ça déjà. On sait très bien qu'il faut le dire, que ce virus tue surtout des personnes âgées.
plus de 65 ans dans la majorité des cas. Donc peut-être qu'il faut organiser le confinement pour les personnes âgées. Ça serait, oui, effectivement, ça peut être une bonne solution. Et on sait très bien, c'est exceptionnel que des personnes jeunes, en bonne santé, sans aucune maladie, décèdent. C'est exceptionnel. Il y en a eu, effectivement. Il y a eu des cas même de jeunes où ils ont eu des formes sévères. Mais des jeunes qui décèdent, ce n'est pas aussi fréquent que ça. Généralement, quand on cherche bien, il y a toujours une maladie ou un problème, ou il y a une anomalie génétique. Maintenant, on parle d'une anomalie génétique qui peut expliquer pourquoi certains jeunes ont eu des formes sévères ou même soit morts de cette pathologie. Mais dans l'ensemble, c'est une pathologie qui est surtout grave pour des personnes qui sont déjà malades, qui ont plusieurs maladies sévères, qui sont obèses, qui sont âgés. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager des mesures plus strictes, être plus sérieux sur le port du masque, le lavage des mains, au niveau des transports, respecter les places. Ça peut être une solution, parce que reconfiner, quand même, les conséquences vont être très... D'ailleurs, même, on ne sait pas si les citoyens vont accepter à nouveau de repartir dans un confinement. Et Hassan, un reconfinement du point de vue économique, ce serait catastrophique pour le pays? Je n'ai pas envie de l'envisager, mais j'ai l'impression qu'on n'y coupera pas. J'ai l'impression qu'on n'y coupera pas parce que les choses étant ce qu'elles sont, la situation est sérieuse. La situation est très très sérieuse. Moi, j'en veux pour preuve juste ici sur la plateforme d'interface média qui est dite Radio M. Au printemps dernier, on avait sur la séquence mars, avril, mai, à partir du déconfinement de fin mai-juin, on a eu 0 cas, y compris dans les familles de nos collègues. Et là, on a quatre collègues qui ont des clusters dans leur famille. 4 collègues. Ça n'a absolument rien à voir. Et les informations viennent de partout, elles sont alarmantes. Et la vitesse de la propagation du virus, aujourd'hui, elle est alarmante. La saturation dont parle Sofiane, elle est réelle sur la wilaya d'Alger. Et donc, je ne vois pas. Je peux déplorer le fait que, au niveau du pilotage, à mon avis, on n'a pas su réagir suffisamment bien. Par exemple, en dépistant immédiatement les cas contacts, quand il y a quelqu'un, on ne le fait pas. On ne sait pas, on n'est pas plus informé sur les lieux où il y a une accélération de la transmission. Est-ce que c'est les transports publics? Est-ce que c'est les cafés? Est-ce que c'est les marchés? Est-ce que c'est les commerces? Est-ce que c'est les transports? Si on avait ces informations-là, on pourrait faire un reconfinement sélectif. Ça ne sert à rien de fermer des lieux qui ne sont pas des lieux où ça se transmet beaucoup. Est-ce que c'est l'école qui est en train de revenir? Est-ce que c'est les mosquées qu'on a rouvert en partie? On n'a pas ce retour, on n'a pas cette approche. Donc, on va naviguer dans le flou. Et naviguant dans le flou, je m'attends à ce que le gouvernement refasse les mêmes mesures qu'avant, c'est-à-dire qu'il va nous proposer un autre scénario. Est-ce qu'on peut y couper? J'ai bien peur qu'on ne puisse pas y couper. Après, pour l'économie, effectivement, ça ne va pas être accepté, ça va ouvrir un nouveau front. Et le gouvernement n'aura qu'à tenir ses promesses, parce qu'il avait promis des mesures de soutien, etc., qu'il n'a pas tenues. Cette fois-ci, s'il veut à nouveau utiliser le reconfinement, et à mon avis, ce sera difficile de l'éviter. On voit que ça touche Abdelmadjid Tebboune, cette histoire, c'est très sérieux. Et donc, il sera obligé de le faire. Comment il va le faire passer, comment ça va être accepté ou pas, ça va être un problème supplémentaire par rapport à la séquence de mars-avril dernier. La question qui se pose, c'est est-ce que le reconfinement doit être annoncé, quand il sera annoncé? Est-ce que vous avez est-ce que le régime... Une fois que Maître Aïcha Berti aura voté, une fois qu'elle aura voté oui à la Constitution, si je vote, il n'y aura plus de Covid. Covid, pardon. Non, mais la question, c'est de savoir si... si éventuellement, le gouvernement attendra après le 1er novembre, donc après le référendum, pour annoncer un éventuel... C'est demain, le référendum. Ça y est, on y est. Ouais. Oui. Voilà. Je sais pas, moi, on dit, oui, effectivement, il y a une recrue. Tout à l'heure, j'ai entendu 320, j'imagine qu'on est très loin du vrai chiffre. Et surtout que le dépistage ne se fait pas. On a un ami qui a eu une fille qui s'est occupée de sa fille pendant 15 jours, elle l'a eu. Lui, il est allé demander on lui a dit non, tant que tu n'as pas de signe. On appelle ça un cas contact. En principe, c'est systématique. Normalement, c'est systématique. Je connais beaucoup de. Ils ne font pas de dépistage. Qui travaillent, qui sont en contact avec des Covid, n'ont pas pu faire des dépistages. Donc, dans des gros CHU, je parle pas, ils n'ont pas pu faire pour eux-mêmes. Dans des gros CHU, on lui a dit non, tant que vous n'avez pas de signe, on ne peut pas faire à tout le monde.
Mais lui, il avait une malade à la maison. Donc, Non, après, je vais dire, il y a des mesures qui ne sont pas respectées aussi. Tous les jours, on entend des mariages, peut-être qu'il n'y a pas dans les salles, mais c'est pire parce que c'est dans les maisons, c'est confiné. Ouais. Donc, Il y a eu les résultats du bac et les gens les ont fait, résultats ils du ont bac, fait ils sont en train la de fête, fêter ils ont fêté les enterrements au début, quand c'était un peu au début, vers mars-avril, les gens évitaient. Mais là, ils y vont. Et à chaque enterrement, on a un nombre de cas qui se déclarent quand même. Les gens sont Bien confinés sûr. dans la maison, surtout chez les femmes, je pense. Donc oui, de plus en plus. Alors, comment faire effectivement? Est-ce qu'on a tiré les leçons du début ou pas? Mais on est inquiet parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. Alors, on ne peut pas mettre tout le monde à l'hôpital. Il y en a à qui on demande de rester à la maison et de prendre un traitement. Puis après, Là, actuellement, il y a même on des est listes, inquiet pour les enfants aussi. des listes d'attente. Hein. Actuellement, là, pour les hospitalisations, c'est des listes d'attente, même pour la réanimation. J'ai appelé une amie, on m'avait dit qu'il y avait une liste d'attente. Ça, on ne peut pas attendre. Il y avait déjà 8 malades en attente pour entrer en réanimation. Alors que la réanimation, vous qui êtes médecin, vous pouvez nous dire qu'on ne Oui. peut pas attendre. Oui. On a C'est besoin d'une pour réa. ça qu'on essaye d'avoir les CPAP pour Ouais, pouvoir ouais. les utiliser hors réanimation, même Et après, juste on après nous source disait au d'oxygène. début que les enfants, il n'y avait pas de risque. Là, les écoles ont ouvert. Bon, c'est vrai que les gamins, ils portent les masques, mais on ne peut pas maîtriser les enfants. absolument. Et j'ai entendu, hier, j'ai écouté une émission sur une chaîne tunisienne. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une situation très grave dans les écoles. Donc, certaines écoles en France aussi ont refermé, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on nous a dit on retarde la rentrée parce qu'on veut tenir compte de l'expérience ailleurs, mais finalement on a ouvert et puis sur quelle base on ne sait pas. Hein. C'est pas parce qu'on a partagé les classes en deux que c'est réglé, je ne sais pas. Enfin vraiment on est inquiet et on n'a pas de réponse. Vous êtes médecin sur le terrain. L'ouverture des écoles, par exemple des collèges et des lycées à partir du 4 novembre, c'est un facteur de risque. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Concernant les enfants, il y a des études contradictoires. Hein. Effectivement, au début, on croyait qu'ils pouvaient être contagieux et ils pouvaient transmettre la maladie, mais bon, apparemment, il y a eu des études où ils ont dit déjà, soit ils ne sont pas du tout contagieux, ou ils le sont beaucoup moins. Donc, je crois de ce côté, c'est pas encore clair, ça n'a pas été encore éclairci correctement pour savoir est-ce que les enfants peuvent être porteurs et transmettre le virus. Maintenant, à mon avis, pour des adolescents, pour des personnes au lycée, je crois que quand même, ça se rapproche plus des adultes. Et donc, à mon avis, c'est le même risque de transmettre le virus que des adultes. Hein. Parce que les enfants considèrent jusqu'à 10 ans à peu près. C'est jusqu'à 10 ans où les enfants n'ont pratiquement pas de maladie, ne développent pas cette maladie. À 10 ans, ils sont plus ou moins protégés. Donc, on peut considérer qu'un adolescent, c'est bon. Il a le même risque. Parce que j'ai parlé des rassemblements, des fêtes familiales, etc. Il ne faut pas qu'on oublie. J'ai l'impression que pour la dernière fois, pour la première vague, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était après le... Moi, il m'a semblé que c'était comme ça en tout cas. Dans mes souvenirs, c'est ça. Il y a eu des congrès qui ont été autorisés. Puis il y a eu... Et en ce moment, il y a des congrès tous les jours, des meetings et tout. Alors, moi, à la limite, ceux qui vont dans un meeting, ils font de la politique, ça les regarde, ils sont responsables. Mais leur entourage, quand ils rentrent chez eux, dans leur quartier, les travailleurs qui sont obligés de couvrir ces rassemblements, les chauffeurs, les gardiens, les journalistes qui couvrent, sont en danger. Donc, il y a une grande responsabilité aussi, parce qu'on a dit... J'ai parlé des fêtes familiales, c'est vrai que c'est un risque, mais les gros risques, c'est là aussi. Hein. Et c'est pas par hasard que la première fois, c'est après les 2 congrès qu'il y a eu le pic. Et là, je sais pas, je veux croire que c'est pas un hasard. Hein, que cette fois aussi, après tous ces meetings, il y a le chiffre. Parce que ces personnes, ça reste pas à l'intérieur. Ils sortent, ils ont une vie, ils sont dans la société. Et moi, je pense aussi, je regarde ce côté-là aussi. Je me dis. Moi, je crois la bonne question, c'est comment ils ont eu l'autorisation de faire des C'est congrès, ça, c'est des ça. meetings. Non, mais c'est la question que je pose point de indirectement. mesure. C'est bien que mais Ah oui. voilà, quand vous autorisez des meetings de cette taille et qu'on est dans des situations où on dit aux gens attention, ne vous approchez pas, il faut. C'est qu'il n'y a pas qu'eux qui se mettent en danger. Ils mettent en danger tout l'entourage. Et quand ils sont 1000, il faut multiplier 1000 par je ne sais pas combien, leur quartier, leur famille, leurs enfants. Et les travailleurs qui sont obligés d'être là, etc. Donc, Alors, on a appris l'hospitalisation du président à l'hôpital Ain Nadja, l'hôpital militaire de Ain Nadja. Kader Hassane, qu'est-ce que ça change? Cette hospitalisation, qu'est-ce qu'elle change?
Je pense qu'il pleut toujours là où c'est mouillé. On avait un président en difficulté, en très grande difficulté, un président qui comptait sur le référendum pour se refaire un petit peu une santé en termes de représentativité. Je fais toujours le parallèle avec Abdelaziz Bouteflika, qui a été très mal élu en avril 1999 et qui a pu se refaire politiquement en organisant le référendum sur la concorde civile en septembre 2000, après avoir fait la campagne lui-même pendant tout l'été de 2000. Là, on est dans un scénario plutôt chaotique pour Abdelmadjid Tebboune qui, dans le référendum constitutionnel, n'a pas accroché, on le verra, ne peut pas accrocher. Et puis, lui-même qui aurait pu être un animateur d'une façon ou d'une autre de ce moment supposé être un rendez-vous de la nation, va le rater. Je ne sais pas comment ça va se passer d'ici vendredi. On lui souhaite toujours bon rétablissement, pour que les choses soient claires. Pour moi, Abdelmadjid Tebboune ne devrait pas être à la présidence de la République. Pour moi, il n'est pas. Je l'ai dit, on paye très cher le fait de l'avoir dit, président de la République, de la façon dont il a été, après un mouvement populaire qui a demandé le changement, de la façon dont ça s'est passé. Il y a une très grosse erreur de casting à l'intérieur du régime. On ne va pas revenir là-dessus. C'est Ahmed Gaïd Salah qui a fait le choix et il a fait un très mauvais choix. Du point de vue des intérêts du système, il y avait mieux à faire. Bon, mais on va lui souhaiter bon rétablissement. Il devrait aller pouvoir se reposer. Et en fait, son plan de carrière devrait être autre chose que de diriger le sort de l'Algérie dans un moment aussi délicat que celui qu'a ouvert la succession du régime d'Abdelaziz Bouteflika. Mais pour répondre à ta question, Salim, ce que ça change, c'est que ça rend encore plus compliqué la situation politique parce que l'animation, aujourd'hui, l'animation qui aurait dû être impulsée, qui est supposée être impulsée d'en haut, elle va être absente à un moment. On espère pour lui et pour son entourage que ce moment ne se prolonge pas beaucoup. Et alors, les conséquences, il faut s'attendre à quoi ? Il faut s'attendre à un tour de vis sur les libertés, un pouvoir qui va encore essayer d'utiliser la force. C'est un moment qui est particulier, c'est un moment où je pense énormément de questions. Le baromètre, c'est les détenus et c'est les condamnations. Alors, le chemin que ça en prend, je ne sais pas, on a demandé des nouvelles de Khenchela sur l'affaire Mebarki. Il devait passer aujourd'hui. Oui. On avait appelé on avait appelé son entourage, on nous a dit est-ce qu'on vient ? Ils nous ont dit non, il y a certains avocats qui ont voulu reporter. Donc j'ai appris cet après-midi que c'était reporté au 11 novembre. Voilà, donc on ne sait pas, il y a beaucoup de reports en tout cas. Le procès de Tabou, oui. Le deuxième a été reporté. Avant-hier à Tipaza, oui. Oui. Par contre, on a été à Cherchell il y a 2 jours et c'est des jeunes qui avaient les mêmes accusations, par exemple, que Sohaib, atteinte à l'image du président. Ça s'est passé d'une manière, on n'a pas vu ça. Enfin, on a vu une fois le procureur qui a demandé le bara'a. Sidi Mohamed. Sidi Mohamed. Mais ceux-là, le duo, le magistrat et le procureur étaient très, très, très corrects, très à l'écoute. Et le procureur a demandé des amendes pour les mêmes accusations pour lesquelles certains sont en train de faire 1 année de prison. Enfin, par exemple, Sohaib, comment il s'appelle ? Sohaib Ta'al-Qli'a, c'est un jeune qui est détenu à Qli'a. Pour les mêmes chefs d'inculpation, il a été condamné 1 année au tribunal et ça a été confirmé à la cour, 1 année. Ceux de Cherchell ont eu, on leur a demandé, enfin, il a requis des amendes pour les 3. Alors, c'était 50 000 pour 2 d'entre eux et 100 000 pour l'écrivain Anwar Rahmani, dinars. Mais des amendes, donc je suppose que la peine va être une amende, peut-être même. On a vu même pour d'autres affaires, le magistrat donner des amendes par sursis pour d'autres délinquants. Donc, mais alors, alors, je ne sais pas si c'est ces 2 magistrats qui sont un peu... Ils avaient l'air très... Parce qu'ils ont eu le même comportement avec tous si vous voulez, tous les prévenus qui ont été présentés ce jour-là. Et on a suivi, nous, on était là, on est passé vers 14h30. Donc, on était là depuis le matin. On a vu, il avait le même comportement. Il était à l'écoute, il est très jeune, il était à l'écoute et il disait aux jeunes, par exemple, les revendeurs de drogue, tout ça, vous savez, ça vous mène, vous avez une porte par là, cette fois vous sortez par là, mais la prochaine fois vous sortez par là, c'est-à-dire vous allez en prison, vous êtes jeune, lui-même est très jeune, il disait, vous êtes jeune, c'est pas comme ça que vous allez commencer votre vie, tout. C'était un plaisir d'ailleurs, une consoeur a écrit un beau texte,
Et j'approuve complètement. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas faire. Honnêtement, on ne sait plus. On ne peut pas faire de lecture à ce sujet. Parce que aussi, on a eu aussi, par rapport à d'habitude, les 43, la moitié des 43 qui ont été arrêtés le 25. Le 5 octobre. Le 5 octobre, pardon. Relativement, c'est des verdicts assez légers, quoi. Il y a eu quelques surcitaires, alors qu'ils étaient en prison, et d'autres ont été relaxés. Et puis, on a un autre groupe qui passe le 10 novembre, je crois, donc... Avec une citation à comparer. Ils vont passer le 10. Donc, la citation, ils passent le 10. Donc, je ne sais pas si c'est... Bon... honnêtement, ça ne change pas beaucoup parce qu'en même temps, tous les jours, on nous dit, on apprend que tel a été arrêté, tel a été présenté devant le procureur. On ne sait plus où on en est, on n'arrive plus à faire de lecture sur ce plan. Alors, tour de vis ou pas tour de vis, je n'ai pas beaucoup aidé les auditeurs de Radio M en disant la même chose que Maître Berti, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas parce que quand on essaie de revoir un petit peu l'itinéraire de la présidence Tebboune, il y a eu le 2 janvier, il y a eu un élargissement de 59 détenus. Ensuite, il y a eu des arrestations qui se sont poursuivies. Il y a eu le 2 juillet l'élargissement de quelques autres détenus, dont 2 ténors du Hirak, Karim Tabou et Samir Belarbi. Mais le processus s'est poursuivi et il y a eu des condamnations très lourdes, notamment celle de Khaled Drani. Tout à l'heure, j'ai été interpellé. Khaled 10 ans quand même. Khaled 10 ans, voilà, ce que l'on parle aujourd'hui. C'est la plus lourde des lourdes. Quelqu'un m'a aperçu avec ce beau masque qui porte l'effigie de Khaled Drani. Il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas espérer encore une grâce? Les autres détenus du Hirak, j'étais incapable de dire oui ou non parce qu'en fait, c'est illisible. C'est totalement illisible. D'autant plus que la grâce ne touche que les gens qui ont été définitivement jugés. Et ce n'est pas le cas de presque tous les détenus d'opinion du Hirak, même ceux qui sont libres, qui ont fini leur peine et qui sont en liberté provisoire parce que souvent les procureurs ont fait appel, etc. Donc ils sont en attente d'un procès en appel, etc. Ceux-là ne sont pas libres, donc ils ne peuvent pas bénéficier. La peine n'est pas définitive. Il y a eu des appels par les prévenus eux-mêmes ou par le procureur. Donc tout ce monde-là ne peut pas... Moi, je pense qu'on peut faire... Justement, je pensais, quand vous avez parlé du 2 janvier, ça m'a rappelé le 2 octobre. Et on a espéré... le 5 octobre, qu'est-ce que je raconte là? 5 octobre 88, à un moment où il y avait des dizaines de jeunes en prison. Et puis un soir, à la télé, moi, j'étais débutante au barreau et j'allais les voir et tout. Mais on ne savait pas. On attendait, la procédure suivait. Puis un soir à la télé, on nous annonce que tout le monde est sorti et il n'y a plus eu de poursuite. C'est-à-dire c'est une décision politique. Ça ne rentre pas dans la grâce. Là. Mais une décision politique d'apaisement peut être prise par le président de la République, dire, bon, c'est jeune, et puis d'autant plus que hier, quand on était à chercher, avec l'écoute du président du tribunal, on s'est dit finalement, c'est des dossiers vides, bon, nous on le sait, mais lui, il a allégé, donc... Quand on voit les vrais délinquants qui passent, les détournements, et puis vous êtes là à attendre et à faire l'effort de défendre des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont fait que s'exprimer. Donc il faut avoir un courage politique et prendre une décision politique pour dire tout ce beau monde qui a été arrêté dans le cadre du Hirak ou après pour des Facebook, pour des publications de Facebook, on peut finalement les relâcher parce que ça fait déjà, quand vous voyez le magistrat, avant qu'il rentre, le greffier qui pose des centaines de dossiers, il a déjà assez à faire, ce magistrat. D'ailleurs, moi, je pense que la justice ne peut pas être rendue de manière... il ne peut pas y avoir de décision qualitativement bien réfléchie parce qu'il croule sous les dossiers. Et on leur ajoute des dossiers qui n'ont rien à voir au tribunal. Vraiment, des jeunes qui sortent, on prend des gens qui prennent un café, même s'ils ont participé à une marche, ils n'ont rien cassé. Ils n'ont pas mis le feu. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait, parce que je ne compte pas trop sur la grâce. Parce que en général, ce n'est pas la grâce. Même ce qui est arrivé, c'est des mises en liberté provisoire. Voilà, le parquet décide tout seul d'une mise en liberté provisoire. Voilà, il n'attend même pas la requête des avocats. Oui, mais nous, on aimerait bien
On aimerait bien La chambre qu'il y ait d'accusation. une décision politique, qu'on en finisse avec ces dossiers et qu'il finisse le harcèlement des gens qui s'expriment. Et qui s'expriment dans la rue, qui vont marcher, qui vont dénoncer quelque chose qui... voilà. Alors, je reviens juste sur l'hospitalisation de Tebboune. On a assisté à une sorte de couac au sein de la présidence, annoncé une première fois par les services du Premier ministre, puis il y a eu une deuxième dépêche par la PS disant qu'en fait c'est un communiqué de la présidence. Comment on peut interpréter ce dysfonctionnement au sommet de l'État ? Messieurs, le micro est ouvert, mais Non, je voulais laisser le médecin qui consomme l'information le commenter, parce que moi, je risque de le commenter très sévèrement en tant que Comme communicant. d'habitude, non? C'est pas C'est-à-dire nouveau, je veux dire. C'est-à-dire Les couacs, il y en a depuis le début, donc ça ne m'étonne pas. Il y a des contradictions, il y a des couacs. Est-ce qu'en plus, Le pire, c'est que... on peut se poser voilà, la question sur la qualité des personnes qui sont à ces places. Est-ce que c'est des gens qui ont les compétences pour pouvoir, pour pouvoir gérer, que ce soit la communication ou faire leur travail dans tous les ministères. Donc voilà, je ne suis pas étonné. Hein. Moi, je voulais dire que le pire, c'est que 24 heures ou la 48 heures avant, on nous a dit c'est un retrait volontaire parce qu'il y a des cadres qui ont été... Au sein de la présidence. Il n'y a aucun mal à dire le président a été atteint. Parce qu'il y a eu le Premier ministre anglais, ça a été annoncé, il a été hospitalisé. Il y a Trump ils ont annoncé. Donc il n'y a aucun mal, c'est une maladie. Je sais Il faut dire qu'il y a eu une information qui a été publiée sur les réseaux sociaux disant qu'il avait été évacué à l'étranger. Et donc non, c'était après qu'ils aient dit, après qu'on ait reçu. Non, avant. Du moins dans mon souvenir, c'est possible. Non, oui. c'est avant. Ouais. Et donc on a Ouais. eu après l'annonce de l'hospitalisation Voilà. du président. C'est une façon de voilà. couper court à la rumeur. Et ben voilà, il faudra. Moi, je pense que sur ce genre de problème, il faut communiquer. Les Algériens c'est un peuple majeur quand même. Il peut comprendre que le président tombe malade. Et c'est un homme d'abord, il reste un homme. Donc le fait de jouer avec l'information, la mauvaise communication, on perd confiance. On ne peut pas reprendre confiance. Les gens ne croient plus. Même maintenant, on nous dit « mais vous trouvez des publications qui disent « Huwa Oulido Raho fi Paris », etc. C'est certainement faux. Mais c'est parce que, dès le départ, l'information est... Il faut respecter les Algériens. Il faut leur donner l'information correcte. Et C'est donc, tout. donc, on peut supposer que celui qui a proposé cette communication, c'est le même qui a soufflé à l'oreille d'Al-Majid Tebboune que Khaldrani était un khbarji. Certainement. Certainement. Ça doit être même les mêmes compétences. J'espère qu'ils Les mêmes comprendront. compétences. Voilà, Ils oublient qu'il y a une agence de presse très efficace dont il ne faut pas tout consommer, mais qui souvent, dans ces informations-là, touche droit au but, qui s'appelle Saïd Benzdira, lanceur d'alerte entre guillemets à Londres, qui nous donne l'horaire de l'hospitalisation, qui nous donne le taux de saturation à l'oxygène du président, qui nous donne le nom des ministres qui sont venus le voir dès le lendemain à Nadja, pendant que l'APS raconte que c'est une mise en retraite volontaire pour le protéger parce que ses collègues, alors que ça ne colle pas quand il y a des collègues qui sont touchés, c'est eux qui vont à l'isolement et le président continue de travailler. Et d'emblée, on avait bien compris qu'il y avait quelque chose. Et donc, on est toujours dans la situation où le pouvoir ment au peuple. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement. Tout le problème est là, justement. Peut-être que c'est une... en fait, on est sorti, on a dit on veut un changement, un vrai. Et il est où le changement? C'est les mêmes méthodes, les mêmes têtes. Oui. D'ailleurs, la campagne, quand vous tombez à la télé, vous trouvez les mêmes personnes qui, il y a quelques mois seulement, brandissaient le cadre de Bouteflika. Et c'est terrible, on mérite mieux quand même. On n'est pas les meilleurs du monde, mais on est un peuple qui mérite mieux. Il faut respecter le peuple. Ils sont toujours dans la même logique. Je ne sais pas s'ils ont une logique. Logique d'opacité, politiquement, voilà, ils sont dans des situations assez difficiles, donc c'est clair qu'ils font de la rétention d'informations, ils n'ont même pas besoin d'être brillants. Il faut juste se dire que ces erreurs, on les a faites il y a quelques mois, il faut essayer de ne pas les faire. Voilà, ils ont été... Alors, peut-être qu'il faut ajouter que les choses se sont si mal passées. Enfin, moi, je considère qu'elles se sont passées de manière quasi chaotique, cette campagne, avec la sortie de Sidi Ali Khaldi, qui propose à ceux qui ne sont pas d'accord de quitter le pays, qui ne sont pas d'accord avec le 1er novembre. Comme s'il y avait des Algériens qui n'étaient pas d'accord avec le 1er novembre. On avait bien compris qu'en fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette constitution-là. Mais bon, et dans sa phrase, c'était bien ce qui était dit.
باسكو كان يقول الدستور لاول مره هذا النص دستر اول نوفمبر واللي ما عندوش الحال يبدل. سي دونك et donc une campagne où on s'appuie sur les anciennes figures, sur le FLN, sur le RND, etc. Elle s'est si mal passée, rattrapée par le Covid. Moi, ceux qui ont appelé à arrêter, je ne sais pas si tu vas poser la question. Ah oui, c'est ma question suivante. Rattrapé par le Covid. Donc, à un moment donné, la rumeur, puisque pour rester sur le chapitre des rumeurs, il s'était dit que peut-être on allait reporter le référendum. Parce qu'en plus, politiquement, il est très difficile à vendre. Bon, ça va être un non-événement, c'est très difficile à vendre. Il va rien régler. Au contraire, un peu comme le 12-12, hein, mais au moins, le 12-12 a remplissé une fonction à la présidence. Après, j'ai entendu quelqu'un dire ceux qui sont contre, ceux qui veulent appeler non, on a cherché quelqu'un pour dire ici le non c'est mieux que de ne pas voter ou que le boycott. Ceux qui sont contre sont favorables à l'actuelle constitution. Moi, j'ai envie juste. Et donc, on est dans un imbroglio complet où l'idée de ne pas tenir le référendum a circulé. L'idée a circulé. D'ailleurs, peut-être que bon, là, c'est trop tard. Abdelmajid Tebboune va rater l'inauguration de la mosquée d'Alger, va rater le vote, la photo du vote le 1er novembre, très probablement, si il continue à être hospitalisé. C'est le chaos complet. Donc, on peut y compris envisager le cas où, pour des raisons sanitaires, on ne vote pas. Et là, dans ces conditions-là, puisqu'on a le docteur Hamdous avec nous, vous faites partie du collectif Amana, qui a appelé à l'arrêt des marches du Hirak à cause des risques de contamination. Est-ce que vous appelleriez à ne pas aller voter le 1er novembre pour les mêmes raisons ? Alors, donc, effectivement, dans le collectif Amana, on a fait justement... On a fait même une vidéo où on avait parlé de la situation et qu'il fallait justement suspendre les marches. D'ailleurs, on s'était concerté avec les étudiants, avec d'autres collectifs de la société civile. Bon, certains ont pris leur courage à deux mains, d'autres étaient un peu plus hésitants. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on n'a pas été le seul médecin, parce qu'il y avait un groupe de médecins aussi avec qui on était en contact, qui ont appelé aussi à l'arrêt des marches. Pour nous, c'était une décision qui était importante à prendre du point de vue sanitaire en tant que médecin. Donc, il fallait notre conscience nous a obligés à le faire. Et même du point de vue citoyen et militant, on avait vu que ça risquait d'être préjudiciable pour le Hirak. Maintenant, par rapport au vote, ça, c'est vraiment une autre situation, je veux dire. Quoi vous dire ? Maintenant, ceux qui veulent voter vont y aller voter. Ceux qui ne veulent pas voter, à mon avis, ça risque d'être la majorité n'iront pas voter. Et voilà. Hein. Avec ou sans Covid, à titre personnel, ma décision a été prise de ne pas y aller. Maintenant, après, c'est vrai que ça risque d'être compliqué avec le Covid, hein, mais si les gens veulent voter, ils ont qu'à prendre se protéger, prendre les moyens de protection pour éviter d'être malade. Mais je crois que ceux qui sont déterminés à voter, ils vont y aller. Je ne crois pas que ça va les influencer, hein, en tous les cas, sur leur choix. On peut s'attendre à quel taux ? Ça, je vous pose les questions à vous trois. 99 seulement. Je pensais... 99% selon les officiels et 1% selon les non-votants. Ah, comme ça pour... La vérité, ça va être entre les deux, c'est ça ? Entre les deux, voilà, mais vers le bas. Plutôt. Moi, je voulais juste, à propos de la campagne, justement, parce que Khaldi Hadak est tellement kbira. Et puis, c'est vrai, quand on réécoute, il dit les Awel Mara, etc. Ça a prêté, bon, ça a choqué même moi, hein, même moi, j'ai réagi. Mais il y en a un qui a fait pire et qui passait inaperçu parce que Khaldi Deroulo, on dirait que c'est قالهم اللي ما يفوتيش اللي يفوتي بنعم يكون من جهة الرسول. Quelque chose comme ça, ça nous a rappelé, moi, en tout cas moi, ça m'a rappelé les méthodes de l'ex-fils, le laser ou voter 6 باش تروح للجنة, etc. Sauf que cette fois, c'est un ministre de la République et personne n'en parle. Et moi, je trouve que c'est autrement plus grave que le dérapage de Khaldi, parce qu'effectivement, quand on réécoute, parce que l'Algérie, quand même, il faut mériter de diriger ce pays. Tu n'es pas prêt, bon. Mais l'autre, c'est plus grave. C'est toute une idéologie. Il dit aux gens carrément, hein, c'est un discours d'un ministre. C'est un ministre aussi. On l'oublie parce qu'on s'est tellement occupé de Khaldi
qu'on a oublié celui qui dit que le kalmat voté, les mais voté. Je me rappelle plus la phrase, mais en substance, il disait que ceux qui votent non sont contre le prophète. Et ça, c'est très grave. Et moi, je pense que quel que soit l'avenir, le président, il faudrait qu'il réfléchisse. Il faudrait qu'il trace Bouhadou. Parce qu'il y a eu des milliers de morts pour que la République reste debout. Elle est quand même debout malgré beaucoup de choses. Parce que moi, je dis, et je le dis souvent, là où ils sont passés, les islamistes radicaux, regardez la Syrie, la Libye, l'Irak, et chez nous, l'Algérie restait debout quand même. Il y a eu une résistance et elle est restée debout. Et difficilement, mais on oublie ce qu'on a passé. Les années, ce n'était pas une décennie, c'est 2 décennies pratiquement, la décennie la plus... Et donc, on a perdu les plus brillants enfants de l'Algérie. Je ne dis pas les plus, il en reste des brillants. Mais donc, on a quand même survécu et on est resté. Et l'Algérie est restée debout. Il dit un ministre de la République qui est là parce qu'il y a eu de la résistance. C'est le ministre des Affaires religieuses. C'est des affaires religieuses, oui. Bien sûr, j'ai oublié de le citer absolument. Mais pour moi, c'est très grave. Moi, si c'est pas Farhat Itali. Non, c'est pas Farhat Itali. Qu'est-ce qui s'est passé avec Non, on aurait pu imaginer Farhat Itali dire ça. Vous pensez il a le sens de la formule. Il est capable une énormité comme ça, oui, c'est vrai qu'il n'est pas une énormité près. Oui. J'ai oublié de citer dans le cas de la campagne ce qui est arrivé à Farhat Itali hier à Tizi Ouzou. Justement, moi, ça fait partie un peu de la... Voilà, la débâcle. Oui. On est en plein débâcle. Parce qu'un ministre qui va en plus chez lui, apparemment, il a été renvoyé. Chez lui, dans son village, il paraît. Non, c'est à Tizi Ouzou. Son village, c'est à El Hammam, c'est plus parce haut. Parce qu'on m'a dit que c'était à Micheli, ça se passait à Micheli. Non. Moi, j'ai vu la vidéo tout à l'heure, c'est écrit à Micheli. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. Non, 10 minutes pour. J'espère qu'il nous reste plus. C'est ce qu'on vient de m'indiquer derrière la vitre. Écoutez, Mustafa, il habite à Blida, il veut toujours rentrer à la banque. D'ailleurs, on veut l'enlever du CPP parce qu'il réduit. Il enlève toujours 10 minutes. Voilà, il faut toujours enlever 10 minutes du CPP. On va parler de NIDA 22, de l'initiative. Et je me tourne vers toi. Oui, alors, dans ce contexte-là, il y a quand même de bonnes nouvelles. Moi, je considère que ce qui s'est passé jeudi dernier, la sortie publique de NIDA 22, que j'avais annoncé ici dans un des cafés presse politiques que tu avais animé, Salim, a apporté peut-être le prolongement attendu par une partie des Algériens, une partie du Hirak, le prolongement politique, compte tenu du fait que les marches populaires ne sont plus là, compte tenu du fait que l'expression de la revendication du mouvement populaire ne peut plus se faire dans l'espace public pour cause de Covid, essentiellement, parce que sans le Covid, on aurait été là. À Place de la République à Paris, ça a continué. Il y aura encore une marche le 1er novembre, il y a eu une marche le 5 juillet, une grande marche, etc. Et donc, cette possibilité-là de dire que le Hirak n'est pas juste des marches populaires, mais c'est une idée, un projet de rupture, de changement radical et démocratique, que cette idée reste vivante et qu'elle est encore portée très largement dans le pays. Cette idée devait se concrétiser et se donner les moyens de s'exprimer. Voilà. Ce qui s'est passé jeudi dernier, le jeudi 22 octobre, avec la sortie publique de NIDA, c'est le basculement d'un processus de discussion qui était interne, qui était en dessous des radars, qui se faisait sur les réseaux sociaux, avec les outils des discussions à distance, etc., en présentiel aussi, à travers les wilayas, la diaspora, à travers aussi des personnalités, des figures du Hirak. C'est le basculement de ce projet vers la scène publique. C'est-à-dire à tous les Algériens qui ne pouvaient pas participer aux discussions, que voilà, il y a un cadre, il y a un espace qui est ouvert pour discuter. Discuter de quoi ? Discuter de la feuille de route du Hirak. Qu'est-ce que le Hirak peut faire après le 12-12 ? Parce qu'en fait, avant le 12-12, on savait ce qu'on voulait. On ne voulait pas de renouvellement du régime. Le renouvellement du régime a commencé. Il a commencé, Tebboune est là, et ce qu'il est en train de faire confirme. Il s'est pas arrêté. Il se poursuit. Il n'y a pas de renouvellement, voilà. C'est la continuité. C'est la continuité. Donc, comment mettre à jour les revendications du Hirak, qui n'a pas pu s'exprimer politiquement depuis mars. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on pouvait sortir par dizaines de milliers à Alger comme au mois de mars, comme les dernières marches, qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on revendiquerait ? Est-ce qu'on resterait dans la phase dégagisme seulement ? Ou est-ce que, par exemple, avant on disait
ما كاش الانتخابات مع العصابات. Il y a eu انتخابات مع العصابات. Il va y en avoir une ce 1er novembre puisqu'on est toujours dans le cadre fermé. Aujourd'hui, est-ce que le mot d'ordre, ce ne serait pas Makash Intikhabat Bla al-Hurriyat? Parce que le sujet al-Hurriyat est devenu le sujet central. Le PAD a organisé d'ailleurs une journée sur les libertés le 10 octobre dernier. Et donc, il y a ce besoin de renouveler la feuille de route du politique, du Hirak, de la préciser. Et donc, à qui s'adresse? Est-ce que c'est l'Amadoué aussi? Amadoué quoi? Les revendications. Est-ce qu'on est... parce que, par exemple, on parle d'une transition douce. Est-ce que on douce ou passive? Il y a une transition qui soit... moi, j'ai l'impression sur les mots d'ordre de Nida, on essaye... Voilà, il y a plus cette... on n'est plus dans la confrontation, mais plus dans une forme de... Est-ce qu'on a les moyens de la confrontation? C'est une question de rapport de force, toute une question. Donc de ça veut rapport dire que le rapport de force... on parle des textes de Nida 22. Oui, les textes de Nida 22 reprennent les mots d'ordre. Doula Madaniya Machi Askaria, Iten Hauga, et chaque tête de chapitre est expliquée. De ce point de vue-là, il n'y a aucune ambiguïté. Après, comment tu réalises cette feuille de route qui est en creux ce que revendique le mouvement populaire? Est-ce que tu le réalises en mettant en avant d'abord, je pense que ce qui unit, parce qu'il y a d'autres initiatives, c'est pas la seule initiative, il y en a d'autres, et elles ont tendance. Voilà, il y a d'autres initiatives qui ont vocation à converger. Ce qui réunit toutes ces initiatives, c'est le refus de rentrer dans le cadre formel que propose le régime Tebboune. Le cadre formel que propose le régime Tebboune, c'est dire oui ou non à son texte constitutionnel qu'il a fait tout seul, alors que le peuple voulait retour au 7 et 8, articles 7 et 8, Darou Wahdou, avec sa commission. Il a renforcé les pouvoirs présidentiels. On est dans un ultra-présidentialisme avec cette constitution. Et donc, moi, je comprends les gens qui veulent aller voter non aussi. Hein. C'est aussi une démarche que je ne peux pas dénoncer. Mais cette initiative considère qu'il ne faut pas aller dans le cadre formel, parce que le cadre formel, c'est un cadre où la mainmise est totalement celle du pouvoir. C'est-à-dire celui qui entre dedans, il accepte de déposer les armes à la porte. Donc, ce n'est pas possible de se mouvoir dans ce cadre-là. Et ça réunit tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans le... Non, ça ne réunit pas tout le monde. De ceux qui sont dans la convention, dans la démarche, de cette démarche de NIDA 22, ils ne veulent pas rentrer dans le cadre formel. C'est-à-dire le cadre, il y aura une conférence de presse pour préciser ce que va faire le NIDA 22, ce qu'il veut faire. Mais on peut facilement comprendre que NIDA 22 va appeler... Considère déjà que ce n'est pas un événement, le 1er novembre, l'élection, le référendum, ce n'est pas un événement. Il y a deux lignes parallèles en ce moment. Il y a la ligne du régime qui est en train de essayer de se refaire une devanture. Et il y a une ligne qui est celle du mouvement populaire qui ne reconnaît pas ces cadres-là. Maintenant, j'ai dit il y a d'autres initiatives. La différence entre les autres initiatives, notamment, je ne vais pas en citer, cette initiative a le souci d'intégrer des points de vue différents, comme dans le Hirak, on retrouve des points de vue différents. Le Hirak est pluriel. Il y a des idéologies différentes dans le Hirak. Il y avait de tout. Le mouvement populaire est mélangé toutes les sensibilités algériennes. C'est ce qui a d'ailleurs fait beaucoup sa force. On a tenté de casser cela depuis notamment mars dernier, en introduisant l'histoire de la double rupture, pas d'État militaire, mais aussi pas d'État islamique. Bon, ce n'était pas un mandant du Hirak. Ça, on est devenu un à Paris pour une partie de ceux qui marchent à Paris. Et donc, NIDA 22 reste fidèle à la pluralité, à la diversité des points de vue qu'il y a dans le Hirak. Parce que dans les élites militantes, ce qui est attendu d'elles, c'est qu'elles puissent reproduire cela tant que les règles du jeu n'ont pas changé. Tant que les règles du jeu n'ont pas changé. Les règles du jeu sont en train de se durcir d'ailleurs avec la constitution Hadia. Et donc, tant que les règles du jeu n'ont pas changé, aller chacun sur un terrain politique, sur le terrain du projet politique qui devient un projet électoral demain, c'est trop tôt. Voilà. C'est considéré comme n'étant pas le moment. Nous sommes toujours dans le moment où on veut changer les règles du jeu. Et changer les règles du jeu, ça se fait de manière fédérative, collégiale, intégrative, qui intègre tous les courants. Alors ça c'est un point de vue. C'est celui du NIDA. C'est le point de vue du NIDA. Oui, alors c'est qui vient d'être déployé. C'est pour ça que je viens vers vous. Peut-être qu'il a oublié de dire que j'ai déployé, c'est pas en tant que journaliste, c'est en tant que signataire. Absolument. Non, même le Kalima Qudsi, vous êtes signataire parce que vous l'avez tellement bien défendu. Non, moi je veux m'arrêter là. Je veux démarrer là où il a dit que c'était deux lignes parallèles. Il y a le pouvoir et le NIDA, c'est ça. Et le Hirak. Le Hirak n'est pas uniforme. Hein.
Pas uniforme. Moi, j'étais depuis la première semaine jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais j'avais rien à partager avec certaines personnes. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas nous qui divisons, c'est les idées qui divisent. La division, pas dans le sens diviser le... quand on est différent, on ne peut pas avancer ensemble. Moi, quand j'ai pas vu tous les textes, j'ai été invitée à rejoindre par Facebook une fois que ça a été fini. Alors que moi, j'ai toujours été présente, personne m'a contacté avant. Une fois que ça a été rendu public, j'ai reçu comme ça. Honnêtement, moi, je suis... Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne? Je vais le dire, Oui. parce que je m'exprime, c'est un tout. Alors, c'est pas une gêne personnelle. Je vais vous expliquer. Moi, je suis militante sur le terrain depuis plus de 40 ans. Et donc, j'ai acquis une certaine vigilance. Moi, j'ai vécu les années 200. Et on ne va pas me raconter, comme on dit aux jeunes, parce que j'ai vu mes meilleurs amis et camarades assassinés devant leurs enfants et tout. Donc, ça me fait peur et je suis vigilante. Quand je vais sur la liste, j'étais étonnée de voir des gens diamétralement opposés. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui, il y a 3 semaines, est passé sur une télé, il dit « Mon but, c'est Dawla Islamia ou Tatbiq Sharia ». Mon but à terme, à long terme ou à terme, c'est un État laïque, où la religion reste dans le domaine du privé, où la politique ne se mêle pas de religion et la religion ne se mêle pas de politique. Mais bon, je suis en Algérie, je suis consciente et on avance doucement, j'ai des revendications. Moi, je ne vois pas comment je pourrais être d'accord avec celui qui a et qui le dit clairement, et c'est son droit de le dire. Hein. Je ne lui dénie pas le droit de le dire, mais je ne peux pas avancer avec lui. Mais moi, contrairement à eux, je ne prendrai pas des armes contre ses idées. Je les combattrai par mes idées qui sont opposées. Donc on a vraiment des... Quand je vois... Je ne veux pas citer de nom pour ne pas... Parce que j'ai des amis que j'aime beaucoup, que j'admire, qui sont des modèles pour moi. Je les ai retrouvés sur la liste. Ça arrive. Moi, il m'est arrivé de signer une pétition. Après, j'ai compris qu'il y avait un autre but. Je retire mon nom. Mais ça, c'est pas une pétition. C'est un projet. Il y a des gens très intéressants dedans, mais il y a des gens qui me font peur, avec qui je ne peux pas avancer. Donc, j'arrête là. Qu'est-ce que j'ai à partager avec Dawla Islamia ou Tatbiq Sharia? Non. أنا déjà هكذا راني نقول بزاف القهر. Vous savez bien ce que c'est que Dawla, un État théocratique. Il n'y a aucune possibilité de... Si on se plaint de manque de liberté maintenant, qu'est-ce que ça sera après? C'est les têtes qui sont coupées, c'est pas la prison. Et voilà, et même si la prison, c'est déjà lourd. Donc voilà, pourquoi c'est des noms. J'ai même pas... Le texte, c'est beau de dire. C'est pas vrai, on me dit convergence. Alors je dis... non, la convergence, c'est pas l'unicité. Comment on peut converger avec quelqu'un qui a un projet diamétralement opposé au mien? C'est ça la démocratie, justement, l'extrême droite, la gauche, la droite, etc. Mais ça, c'est pas que l'extrême droite. On l'a vécu, on les connaît. C'est des fachos, c'est des sanguinaires. Je ne peux pas me retrouver dans un projet où il y a des gens que j'ai connus. Moi, je suis assez âgée pour avoir connu ces personnes. Mais il a donc nouvelle virginité, il devient démocrate. ويقولنا لا المهم نحبط النظام non هي في الحق l'arrière-pensée c'est mon point de vue هما ماشي certains ماشي pas tous ceux qui sont je suis sûre que في النداء il y a des très bonnes volontés, je connais les gens, je connais, d'ailleurs je me pose des questions, j'ai pas eu le temps de discuter avec les personnes que je connais, que j'ai vues sur la liste. بين فرق تحبط النظام حنا حبينا نغيروا النظام ونبنيو بلاد هما حبوا يريبوا بلاد. C'est toute la différence entre moi et eux. Après, qu'est-ce que j'allais dire quelque chose de très important, ça va me revenir. Donc voilà, moi je ne peux pas avancer. Et d'autant plus que c'est les mêmes méthodes. Parce que alors, les mots d'ordre, je ne les connais pas tous, hein, j'ai pas encore. Vous me dites Dawla Askaria, Madaniya, Machi Askaria. Ça, c'est un projet politique. يقول لي واش هي الدولة المدنية فهمني بوليتيكمون معناتها واش دير فيها بس كي تجيب لي علي بالحاجة رايسة ومدني
Est-ce que c'est ça que je veux? Un des projets politiques. On parle projet politique. Si on est d'accord, on avance ensemble. C'est vrai que quand on est dans la rue, on crie. Mais après, il faut lui donner du contenu. Qu'est-ce qu'on veut? La double rupture, moi, j'y suis. Mais pas, elle n'est pas à la mode. Vous savez que moi, j'appartiens à un courant qui a prôné la double rupture il y a plus de 20 ans, pendant que le sang coulait. On disait rien à voir avec le système mafieux, corrompu, corrupteur, hybride, etc. C'est ça ce qu'on appelait... Et ni l'islamisme politique. C'était ça le sens de la double rupture pour lequel on se bat depuis plus de 20 ans. C'est pas une mode qui est chantée fait République ou la Hadja, même si... parce que c'est pas le même sens. C'est facile de dire Doula Madaniya ماشي عسكرية بصح قولي واش دير فيها. Il se trouve que par hasard هذاك الشعب عيطوا صح et les gens savaient ce qu'ils voulaient. Mais après honnêtement après ça a été récupéré ce mot d'ordre. Et ça a pris un autre sens. Et on l'a vu puisqu'on est resté fait le Hirak jusqu'au dernier jour. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme... On a bien entendu Vos réserves. vos réserves concernant Non, c'est pas des réserves, c'est une position la claire. position claire. Non, mais je suis constante, moi. c'est Mais clair moi, à la différence, moi, je suis pas violente. C'est peut-être... Moi, je me bats avec mes idées et mes mains. ما عنديش ما نضربش ما شعلتش النار ما قتلتش j'ai pas participé, j'ai pas appelé au meurtre parce que jusqu'à présent on continue à appeler au meurtre. Il y a qu'à voir. Alors, pourquoi ces gens-là ne condamnent pas les 10 ans de prison de Mebarki? J'étais présente. Il y a eu une conférence, on a parlé de tout le monde sauf de Mebarki parce qu'il est accusé d'athéisme. Encore faut-il le prouver. Et puis moi, je suis de celles qui disent l'opinion. D'ailleurs, même les constitutions, bizarrement, toutes les constitutions garantissent la liberté du culte et de la conscience. Athée parce qu'on a été fouillé chez lui. Tu fouilles chez moi. صابو قرآن مقطع أنا ما عنديش في الدار donc tu vas me condamner à mort ما عنديش نسخة tu vas me mettre à l'échafaud. Et Hassan, comment tu réagis aux réserves? Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Nidat al-Ashrin, c'est l'émanation d'une partie des élites du Hirak. Une partie des élites du Hirak, en toute modestie, à Alger, dans les wilayas, qui avait comme souci constant, mais alors constant, de reproduire la diversité du Hirak. Voilà. Reproduire la diversité du Hirak, c'est-à-dire le critère... en fait, il y a eu une première expérience. C'est l'accumulation. Il y a une première expérience. Il y a eu la société civile qui est sortie avec la plateforme du 15 juin en 2019, qui était pour une transition, qui a laissé ouverte la question de la présidentielle, l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle venait au début de la transition ou est-ce qu'elle venait couronner la transition? Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord avec les syndicats et on a appris à discuter, collectif, etc., avec les syndicats autonomes. On n'était pas d'accord sur cette question. Et donc, on a laissé ouvert les deux. Mais la transition ne devait pas être pilotée par Ahmed Gaïd Saleh et Ben Saleh. Et on demandait des personnalités indépendantes pour la piloter. On est au printemps 2019, on est au moment fort du Hirak. Il y a eu le 12-12. Le 12-12, précédé par la conférence du 24 août, qui a réuni un peu Ain Benyan et le PAD, plus la société civile, où la feuille de route, c'était « mettons-nous d'accord sur une réponse commune ». Ce à quoi a répondu Ahmed Gaïd Saleh en convoquant directement le corps électoral et en exigeant que ça se fasse le 15 décembre, le 15 septembre, et Ben Saleh s'est exécuté. On peut dire qu'il y a eu un échec de cette première tentative de réunir toute l'expression politique de Hirak autour d'un même point de vue. Cet échec, c'est à cause du 12-12. Il y a eu des gens qui ont été, il y a eu des gens qui se sont tus, il y a eu des gens qui n'ont pas suffisamment lutté contre le 12-12. On a perdu des parties du Hirak avant le 12-12. La leçon qui a été tirée, c'était si on se redéploie pour faire quelque chose ensemble, on ne va pas le faire avec les partis politiques. C'était difficile avec les partis politiques. Et on ne va pas le faire avec les gens qui pensent qu'il faut négocier d'entrée, ou il faut ouvrir des portes, il faut être à l'affût, etc. C'était la nouvelle feuille de route. Et on n'a malheureusement pas pu le faire avec les gens qui pensent, comme Maître Berti, qu'on ne peut pas s'asseoir avec des gens qui ont un point de vue différent, qui ont un point de vue différent qu'ils ne partagent pas. Pourquoi on n'a pas pu le faire avec eux? Parce que, à un moment donné, il y a une partie de la société civile qui est dans le PAD. Il y a le Kaman qui est dans le PAD. On a essayé de travailler avec le Kaman. On a l'appel du 22 février Loulani,
On a essayé de le faire avec Juste une petite, le Kaman, on n'a pas pu le faire. Par rapport Juste, la société civile, d'autres partis se sont retirés parce que la société civile ou une composante de la société a refusé l'idée de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes aussi. elle est dans le Eh texte. ben, non. Elle est dans le texte, l'égalité, elle est dans le texte. Elle est dans ce texte. Et J'imagine donc, mal صحاب الشريعة يقبلوها. non, mais ça m'a manqué, je ne vais pas revenir sur la formule qui a été dit dans la télévision, c'était pas Doula Islamia, c'était Sharia comme inspiration première dans la création des lois, c'est un point de vue individuel, mais ce qu'attendent les Algériens dans un moment comme ça, c'est d'abord de maintenir la capacité de pression sur le régime. Et quand on le voit, je suis désolé, quand on voit Karim Tabou, Mustafa Bouchachi, Samir Belarbi, Abdelghani Badi et plein d'autres activistes, activistes ou académiciens de renom, comme Nasser Djabi et d'autres, ou Louisa Hamadouche, etc., dans des initiatives de ce type sur la même photo, je suis désolé, on se dit, il y a encore, le reproche a été fait pendant très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, ici sur ce plateau, au Hirak, d'être incapable, totalement incapable de produire des idées, totalement incapable de discuter, totalement incapable d'être un acteur politique. Aujourd'hui, ceux qui étaient contre les canaux, toute possibilité de mise en réseau, de mise en relation du Hirak, y compris Rachid. Aujourd'hui, elle est en force dans y compris Rachid, membres de Rachid. y compris Rachid n'ont pas opté pour considérer que cette initiative est une perche tendue pour négocier avec le régime, parce que c'est clair que c'est pas une perche tendue. C'est tourné. Ça m'intéresse de savoir les noms qui sont dedans. J'ai entendu parler de ça. Non, pourquoi voulez-vous qu'ils disent Tahouino? J'ai entendu parler de ça, c'est-à-dire. Moi, Écoutez, j'aimerais je bien ne suis connaître pas les là noms, pour hein. donner Non, des je noms. sais, mais bon. Non, ça, les noms, on Oui. en discute dehors. Là, c'est une émission Oui, non, qui je est sais. suivie. Je ne suis pas en train d'attaquer des personnes. C'est des idées. Moi, c'est des idées. Mais alors, Mais il y en a beaucoup qui sont Non. là, qui représentent ces idées. Il y avait deux grands écueils pour ce type d'initiative qui a pris 6 mois en phase d'incubation. 6 mois avant qu'elle devienne publique le 22 octobre. Il ne faut pas que le Hirak considère que c'est une tentative de récupération et de représentation du Hirak. Voilà, ça c'est le premier écueil. Et l'autre écueil, il est tourné vers le régime. Il ne faut pas que le régime pense que c'est une tentative d'engager une discussion avec lui dans le contexte de la répression dans lequel nous sommes, dans le contexte de la fermeture dans lequel nous sommes. C'est une prolongation du Hirak par une partie de ses élites pour continuer à dire dans un cadre, dans un espace pluriel, consensuel, ce qui ne peut plus se dire momentanément dans l'espace public de la rue. Voilà. Et cela, on en a besoin. Et si ça a été si bien accueilli, parce que ça a été très bien accueilli, c'est parce que ça répond à un besoin aujourd'hui. Dans cet élan qu'est cette révolution, ça répond à un véritable besoin. Alors, on a énormément débordé. Je vais juste poser une dernière question. Je te pose une dernière question. Nida 22 est arrivé, est parvenu à réunir des personnalités fortes du Hirak. Ma question, c'est cet attelage d'ego, ça peut durer combien de temps? Nida 22 n'est pas juste un attelage d'ego. Il y a de fortes personnalités qui sont dedans, mais on ne peut pas le réduire à un attelage d'ego. La preuve, c'est qu'il y a un processus de plusieurs mois qui lui-même continue un processus qui remonte à 2019, qui a pu se poursuivre, qui a pu maintenir et inclure de plus en plus de figures reconnues et de collectifs locaux dans les wilayas qui, a priori, ne se connaissaient pas, qui se méfient, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de possibilités de maintenir ensemble ce que tu as appelé un attelage d'écho, parce que le CAP, c'est un CAP qui intègre. Le CAP, c'est une conférence nationale qui sort avec une proposition de feuille de route pour le Hirak. Ça parle au Hirak. Et donc, il y a tellement de dénominateurs communs qui tendent à faire fédérer ce que tu as appelé les égos, que tout le monde peut y trouver son compte. Combien de temps ça va durer? Peut-être que sur l'élection législative, si c'est par ça qu'on va commencer, après le coup de vent, après le courant d'air qui va passer le 1er novembre, si c'est cela qui a en premier sur la feuille de route du régime Tebboune, peut-être qu'il y aura des fissures. Parce que là, c'était facile de dire on ne rentre pas dans le cadre formel. Peut-être que pour les législatives, je dis peut-être, parce que c'est tellement large, on est d'accord, qu'il peut y avoir des stratégies différentes et qu'à ce moment-là, on aura... Et ça ne sera pas un problème d'égo, ça sera juste un problème politique. Mais on aura l'avantage de le discuter dans un cadre qui est celui du Hirak. C'est le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'être venus. Merci. C'est vite dit le Hirak. Moi, je suis du Hirak et je ne suis pas.
Je suis Heureusement. pas dans le... Voilà, donc, Heureusement. c'est pas le Hirak, c'est une partie du Je crois qu'il Hirak. faudra consacrer toute une émission oui. sur ce thème. Ça reste une partie Absolument. du Hirak. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. De combien? Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.